Quel est le point commun entre une horloge, un ordinateur et l'économie? Eh bien, selon le prix Nobel Herbert Simon, ce sont tous des exemples de l'artificiel. On va donc plonger ensemble dans son livre qui a changé la donne, Les sciences de l'artificiel, pour essayer de comprendre ce monde que nous avons nous-mêmes bâti. Pour bien commencer, Simon nous pose une distinction qui est fondamentale. Il nous parle de deux grands domaines de la science. Alors d'un côté, on a les sciences, disons, classiques, les sciences naturelles comme la physique ou la biologie, qui décrivent le monde tel qu'il est. Mais de l'autre, Simon nous dit qu'il faut une science de l'artificiel, une science qui s'intéresse à tout ce qu'on fabrique, l'ingénierie, le design, tout ce qui est conçu pour un but. Là, la question n'est plus comment ça marche, mais plutôt comment ça devrait marcher pour atteindre notre objectif. Et c'est ça le point crucial. Simon nous fait réaliser une chose assez folle quand on y pense. Presque tout ce qui nous entoure est une création humaine. La chaise sur laquelle on est assis, la température de la pièce, même les lettres qui s'affichent sur un écran. C'est artificiel. On vit en fait dans un monde qu'on a fabriqué de toutes pièces. Ok, mais alors, comment on peut analyser scientifiquement ces objets concrets? Pour ça, Simon nous donne un concept central, une clé de lecture vraiment puissante. Simon appelle n'importe quel objet qu'on a créé un artefact. Et pour le comprendre, il faut le voir comme une interface, un pont. D'un côté, il y a son monde à lui, son environnement interne, ses circuits, ses engrenages, sa composition. De l'autre, il y a le monde extérieur, l'environnement externe dans lequel il doit fonctionner. Et le succès de cet artefact, eh bien, ça dépend entièrement de la bonne connexion, de la bonne adéquation entre les deux. Prenons cet exemple, qui vient directement du livre. On a ici un circuit électrique assez complexe. Ça, c'est l'environnement interne. Et son but, il est très précis. Il doit fonctionner dans l'environnement externe d'une grosse machine-outil, une raboteuse, pour inverser son moteur pile au bon moment. Le circuit est entièrement pensé pour la machine. Il n'a pas de sens sans elle. On peut donc décomposer la logique de n'importe quel artefact, comme ça, en 3 temps. D'abord, il y a un objectif. Ensuite, on conçoit un environnement interne pour l'atteindre. Et enfin, cet environnement interne doit performer dans un environnement externe donné. C'est cette relation-là, ce trio, qui est vraiment au cœur de ce que Simon appelle la science du design. Mais Simon ne s'arrête pas là, aux objets physiques. Non, il va beaucoup plus loin et applique cette même logique à quelque chose de bien plus abstrait, l'intelligence elle-même. Pour lui, l'ordinateur, c'est l'artefact ultime. Pourquoi? Parce que son comportement ne dépend pas vraiment de ses composants physiques, du silicium ou du plastique. Non, il dépend presque entièrement de son organisation, de son logiciel. C'est de l'organisation pure. Et ça l'a mené à une idée fondamentale avec son collègue, Allen Noël, celle de système de symboles physiques. C'est un peu abstrait, mais l'idée est simple. N'importe quel système, n'importe quelle machine capable de stocker des symboles et de les manipuler en suivant des règles, eh bien, ce système possède les briques de base de l'intelligence. Et c'est là que ça devient vraiment vertigineux. Simon va jusqu'à poser l'hypothèse que notre propre cerveau n'est au fond rien d'autre qu'un système de symboles physiques très complexe, façonné par des millions d'années d'évolution. Autrement dit, notre intelligence, notre capacité à penser, serait elle-même un artefact de la nature. Et là, d'un coup, la frontière entre intelligence naturelle et artificielle devient beaucoup, beaucoup plus floue. Allez, on zoome encore un peu plus large, et on applique ces idées à un système artificiel encore plus gigantesque. L'économie. La théorie économique classique, elle, adore imaginer des acteurs hyper rationnels, des homo economicus, qui choisissent toujours la meilleure option possible. Mais pour Simon, ça, c'est de la science-fiction. Dans le monde réel, on n'a jamais toutes les infos, et notre cerveau n'est pas un supercalculateur. On utilise donc ce qu'il appelle une rationalité procédurale. En gros, on ne cherche pas la solution parfaite, mais une solution qui marche, une méthode qui a fait ses preuves. Il a même inventé un mot pour ça, le satisficing. C'est un mélange entre satisfaire et suffire. Ça veut dire que plutôt que de chercher pendant des heures la solution optimale, on s'arrête à la première option qui est suffisamment bonne. Et selon Simon, c'est comme ça qu'on prend la quasi-totalité de nos décisions tous les jours. Et ça nous amène à une question qui bouscule un peu les idées reçues. Si le marché est vraiment le système le plus efficace pour tout coordonner, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous des auto-entrepreneurs qui s'échangent des biens et des services en permanence? Pourquoi est-ce qu'on a ces énormes structures, ces entreprises hiérarchiques? Simon propose plusieurs pistes. D'abord, pour des tâches très complexes, les organisations sont bien plus efficaces pour coordonner les gens. Ensuite, elles permettent de mieux gérer l'incertitude du futur en créant des règles et des processus. Et enfin, elles peuvent compter sur la loyauté de leurs membres, une force qui dépasse le simple calcul économique. Et pour bien montrer à quel point c'est important, il y a un chiffre, un seul, qui est juste saisissant.
Aux États-Unis, environ 80% de toute l'activité économique se passe à l'intérieur des entreprises, pas sur les marchés. Ça veut dire qu'on vit beaucoup plus dans une économie d'organisation que dans une économie de marché. Bon, pour finir, essayons de rassembler un peu toutes ces pièces du puzzle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, au quotidien, de vivre dans ce monde artificiel ? Le message central de Simon, au fond, c'est que pour comprendre notre monde, il faut comprendre ce qu'est le design. Qu'on soit ingénieur, manager ou juste en train de planifier sa journée, on est constamment en train de faire du design. On conçoit des solutions, des artefacts pour atteindre des buts dans un environnement donné. Au final, le but de Simon, et il le dit très bien lui-même, ce n'était pas de rendre le monde moins magique, c'était de nous donner des outils pour comprendre sa complexité, pour le rendre simple et compréhensible sans rien lui enlever de son émerveillement. Et toute cette réflexion nous laisse avec une question immense. Puisque nous sommes les architectes de notre propre monde, de nos technologies et de nos sociétés, la vraie question n'est plus de savoir ce que l'avenir nous réserve, mais plutôt de savoir ce que nous allons collectivement choisir de concevoir.